Je l'ai déjà dit dans une émission précédente, vous avez le droit d'être riche. Vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin et je me compte parmi vous pour que votre vie soit heureuse et prospère. Mais cette fois, je ne vais pas me faire le simple porte-parole d'un homme génial, certes mais décédé, Joseph Murphy, mais d'un autre homme, aussi génial que lui, qui lui ne prêche pas dans les églises de la science divine en Californie, mais qui a le gros avantage d'être un citoyen suisse, un pays qui a su garder sa monnaie pour conserver sa souveraineté. Un homme bien vivant qui a quitté le monde infernal de la banque il y a de nombreuses lurettes et que j'ai déjà invité sur cette même chaîne de vie, j'ai pas dit chaîne de vie, il y a un an. Il revient nous voir pour nous parler de quoi, à votre avis? Je vous le demande. D'amour, évidemment, ou de désamour, suivant que vous êtes en bon terme ou en mauvais terme avec cette énergie qui, pour moi, est comme toutes les énergies, une énergie divine et qu'on appelle encore et toujours l'argent. Cet ancien bankster reconverti est aujourd'hui un homme libre et prospère, respectueux, honnête, intègre et rayonnant qui s'appelle Christian Junot. Il est l'auteur du best-seller Ce que l'argent dit de vous chez Erol, enfin libre d'être soi-même chez Jouvence et co-auteur avec Lilou Massé du défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance chez Très Daniel. Restez avec moi. Restez avec moi dans quelques instants. Christian va nous expliquer comment trouver la sérénité face à l'argent, même quand on a de la misère à boucler les fins de mois, et comment envisager l'avenir sans que jamais l'argent ne soit un frein à notre développement et à nos ambitions. Générique. Alors, rebonjour, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, bon matin si le soleil ascensionne, bon après-midi si c'est l'heure du goûter, mais je ne vous dirai pas bonne nuit. Parce que pour vous qui m'écoutez et pour toute l'humanité, c'est maintenant l'heure de se réveiller. Que la lumière divine qui vient d'en haut, qui vient d'en bas et qui vient de partout s'incarne en vous. Restez assis, restez assise et oyez mon incise. Si vous n'êtes pas fan de mes introductions et que vous regardez cette émission en replay, ce cher Henri Play que je salue, salut Henri, passez l'intro et allez directement écouter mon invité au timecode qui s'affiche ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, 3 en 1, coach vocal holistique, entraîneur spirituel et chroniqueur de l'invisible. Dans quelques instants, vous allez en apprendre bien davantage que sur les chaînes enchaînées aux publicités qui les font vivre, et je ne leur jette pas la pierre, mais sur le grand bazar de Gaïa, nous n'acceptons pas les publicités. Nous n'avons aucunement besoin qu'on nous dise quoi acheter, quoi faire, où aller et quoi penser. C'est pourquoi, tant que vous nous soutiendrez par le truchement du petit frère du grand gaillard de Baba, du grand bavard de Gaza, du grand Gaspard, pardon, du grand bazar de Gaïa, son petit frère, disais-je, hébergé sur Patreon, pour que nous puissions y deviser en toute liberté. Tiens, comme c'est étrange, le verbe deviser, qui signifie converser, s'entretenir, a la même racine que devise, qui désigne les monnaies d'un autre pays. Comme quoi, l'argent est bien un outil de communication, et ce, précisément et particulièrement au Grand Bazar de Gaïa, où pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à la deuxième partie de cette émission, sans filtre et sans coupure ni censure. Et ça, c'est une chose sûre. Chaussures qui taille large. Sur Dowan TV, hébergé par Patreon, disais-je, vous pourrez visionner, en plus de la suite de cette émission, l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres émissions, et ce grâce à vos petites parts de colibri fraternels et solidaires. Merci de comprendre, chers frères et sœurs en humanité, chers membres du personnel au sol, que le grand bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités non désirées, vous seuls pouvez, avec votre argent magique, permettre à ce vaisseau de rester en équilibre antigravitationnel et de voyager partout dans le monde, et aujourd'hui jusqu'en Suisse, pour y
abducter d'une certaine manière Christian Junot qui va se matérialiser dans quelques secondes à mes côtés. Merci par avance. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde. Si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous, sans intention zoophile, à vous introduire dans le chat. Le chat se trouve à droite de la vidéo. Je dis chat puisque ça s'écrit chat. Bienvenue donc au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et conjointement à Dowan TV sur Patreon. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun, incarné, désincarné, réincarné, pur esprit, pour peu que votre taux vibratoire vibre au-dessus du minimum syndical. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour que les algorithmes nous placent en tête de gondole. Au Grand Bazar de Gaïa, vous trouverez tous les outils pour éclairer votre chemin d'éveil. Tous les outils utiles et indispensables aux explorateurs de vous-même et de l'univers dans des émissions vues de haut autour de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la santé holistique et de l'invisible. Vous trouverez par ailleurs toutes les infos pratiques et nécessaires pour participer au groupe de parole des phares, F-A-R, afin de créer du lien avec des personnes qui vous ressemblent. Un atelier en ligne qui fait du bien au corps, au cœur et à l'esprit, auquel je vous invite à vous joindre si vous en avez l'élan. Ça s'appelle les phares, F-A-R, pour famille d'âmes recomposées. C'est un groupe de parole et de pratiques énergétiques qui se réunit sur Zoom pour que nous devenions tous de meilleurs communicants par l'intention, par la voix et par l'impeccabilité de nos paroles et la haute fréquence de notre énergie. Toutes les infos sur mon site fieldeone.com. Alors, nous y voici. J'accueille aujourd'hui Christian Junot, économiste de formation et ancien conseiller en placement financier dans une grande banque suisse que nous ne nommerons pas. Christian est avant tout un passionné de l'humain. Il accompagne avec cœur et je dirais aussi avec une précision de montre suisse, et je peux en témoigner pour avoir participé à un de ces séminaires, des milliers de personnes sur leur chemin de conscience afin que nous utilisions nos propres talents et notre singularité. Il anime des conférences, des ateliers et des séminaires dans toute la francophonie. Et il est l'auteur et co-auteur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de 3 ouvrages, dont celui-ci, Le défi des 100 jours, pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance, édité chez Très Daniel, donc avec Lilou Massé. Bon, bonjour Christian, c'est à toi, te voilà abducté, comment vas-tu? Bonjour Phil, merci de ton invitation. Je vais bien, je te remercie, je vais très bien même. Bon, écoute, c'est parfait. Donc, comme je le disais, j'ai eu la joie de participer à un de tes séminaires et voilà, j'ai appris beaucoup. J'étais très, très étonné de tout ce qu'on pouvait aller chercher derrière, je dirais, cet arbre qui cache la forêt, hein, qui s'appelle l'argent. Donc, j'ai, comme d'habitude, fait un petit jeu de cartes. Et si tu veux bien, je vais en prendre une au hasard. Et puis, nous allons commencer dans le vif du sujet. Alors, voilà, on va voir quelle carte sort. Allez, ça va être celle-là. Bon. Ah, bah, oui, c'est bien. Je dirais que j'ai du mal un peu, moi, avec la notion d'abondance, hein, qui fait penser à de l'accumulation. Faudrait-il pas plutôt parler de prospérité? Alors c'est vrai que moi j'ai l'impression que le mot prospérité, mais c'est que ma perception, a plus de lien avec l'argent et qu'avec le financier, alors que pour moi l'abondance c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Pour moi l'abondance c'est avant tout un état d'esprit. Alors, j'ai l'impression que la prospérité c'est un fait, tu vois. Moi je vois être dans un état d'esprit d'abondance, ça signifie... euh, être capable de s'émerveiller devant la beauté de la vie, de voir, d'observer des montagnes devant chez moi, là où j'habite en Suisse. L'autre jour, je marchais en montagne, j'ai vu des chamois. Enfin voilà, pour moi, tout ça, c'est de l'abondance, quoi. Tout ce que la vie s'offre à moi, alors qu'il est autant sur des biens matériels, mais qui est sur de la contemplation ou d'autres choses. C'est pour ça que, mais c'est vrai que j'entends bien que ce mot abondance, pour certains, sous-entend une forme d'accumulation. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'entends.
Super. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu mieux de la façon dont vous vous êtes répartis le travail tous les deux avec Lilou, que tout le monde connaît, enfin que tout le monde connaît, que beaucoup de gens connaissent, hein, dis-moi. Oui, alors Lilou Massé, effectivement, m'a contacté il y a déjà pas mal d'années, je pense en 2016, 2016, donc il y a 8 ans, pour créer ce livre dans une collection qui existait déjà. À l'époque, il y avait, je pense, que 3 défis qui existaient. Et puis, il a dit, j'aimerais bien qu'on s'occupe de ce thème de la relation à l'argent et de la notion d'abondance au sens large. Et si tu veux, quand c'est une collection, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de préétablis qui sont déjà en place, c'est une forme de, alors je mets le mot, mais rigidité, voilà, il y a des étapes incontournables qui font partie de la collection. Et moi, j'avais à me glisser dans la collection en étant, elle était la source globale du projet et moi, j'étais la source spécifique du contenu. C'est-à-dire, au niveau du contenu, c'est moi qui avais je mets des guillemets sur le savoir, l'expérience et qu'elle ait trouvé et les exercices, même si elle m'a fait des propositions que je prenais, que je ne prenais pas. Et puis après, il s'agissait de trouver un ordre chronologique qui soit le plus juste possible pour qu'il y ait une sorte de fil, je dirais, logique au service de l'apprentissage et de la transformation. Alors, tu peux bien imaginer que mettre 100 exercices dans un certain ordre, il y a les possibilités, on parle de milliards ou de trilliards, je ne sais pas tellement il y en a. Donc, c'était un casse-tête, mais en même temps, on a quand même trouvé quelque chose qui fait que fin 2015, quand le livre est sorti, fin 2017, quand le livre est sorti, c'était pour moi comment dire ça, un défi parce que c'était vraiment la première fois que je sortais un livre où les gens allaient travailler tout seuls sans ma présence durant un atelier, alors que c'était ce que j'avais l'habitude à l'époque. Et les retours ont été vraiment assez bluffants pour moi, de se dire, tiens, quand on explique bien les choses, quand on donne une sorte de logique également, eh ben, il y a des choses qui se passent, en tout cas pour les personnes qui s'engagent, pour une bonne partie des personnes qui s'engagent. On a refait une nouvelle édition, je crois, en 2022, mais qui était plus au niveau du look. On a changé deux, trois petites choses au niveau d'exercice, mais relativement peu. Hmm. Oui, oui, je dois dire que il est extrêmement riche ce livre. Bon, je le dis souvent pour des livres, mais là c'est encore plus parce que waouh, ça peut faire même un petit peu peur, je peux te le dire, parce que voilà, je l'ai le livre, j'ai pas encore commencé en fait, tellement mon Dieu, mais je voudrais que je sois pas tout seul à le faire, tu vois, parce que c'est la difficulté, c'est ça, parce que en fait c'est tellement riche, c'est tout ce que tu fais dans tes stages en fait, mais on est seul avec le livre, donc je pense qu'il y a des groupes Facebook. Parle-moi un petit peu de ce qui se passe autour du livre avec les groupes. Oui, alors donc Lilou Massé avait eu l'idée effectivement en faisant, d'abord elle faisait ça avant d'avoir fait un livre, elle le faisait un peu de manière sur Internet comme ça, et elle avait effectivement l'expérience que c'était préférable de travailler en groupe que seul, parce qu'effectivement la solitude fait qu'on va abandonner, on va lâcher plus facilement, parce qu'on a de compte à rendre à personne, si ce n'est à soi-même, mais en général avec soi-même on peut être pas très exigeant parfois, ou assez complaisant parfois. Alors l'idée, effectivement, c'est de travailler en groupe, et c'est vrai que Lilou a toujours le principe, c'est que quand elle fait un défi, elle dit, voilà, moi je me lance dans ce défi-là, qui se lance en même temps que moi? Comme ça, plus on est nombreux à faire les choses en même temps, plus il y a une sorte d'égrégore qui se met en place, qui fait que on se soutient, on s'entraide. Donc, effectivement, il y a un groupe Facebook qui existe, il y a des groupes Telegram qui existent également. Et nous, on a vraiment, tout de suite, on a encouragé les gens à dire, voilà, mettez-vous en groupe, reliez-vous ensemble, donnez-vous des rendez-vous. Alors, certains sont reliés physiquement dans la même région, d'autres l'ont fait en virtuel. Et c'est vrai que c'est toujours touchant de voir des personnes qui disent, bon, on est devenus amis depuis de longues années grâce à un groupe dans le défi des 100 jours. Donc, c'est vrai que travailler en équipe est quand même plus joyeux. Moi, quand on a sorti le défi des 100 jours, il y a un groupe de 8 personnes, dont mon épouse, qui se retrouvait chez moi tous les 25 jours. Sans moi, j'étais exclu du groupe, tu vois, c'était amusant, mais de voir voilà, qu'ils l'ont fait ensemble, ils ont cheminé ensemble. Voilà, écoute, donc c'est important, oui, parce que c'est... Bon, je connais quelqu'un qui l'a fait seul, d'ailleurs, à qui j'ai parlé il y a pas longtemps. Et là, bah, je voudrais lancer un appel, parce que j'attendais aussi cette émission pour dire, bon, moi, je suis prêt à le démarrer, mais pas tout seul. Donc, ceux qui veulent venir, bon, vous verrez, vous m'écrivez, et puis on n'essaye pas, on fait un groupe, parce que seul, je me sens pas. Je me sens pas seul à faire, parce que c'est vraiment un gros défi. C'est tous les jours. Voilà, il faut suivre quand même une certaine logique, etc. Mais je suis sûr que ça a un effet transformateur incroyable, parce que vraiment. Alors, très bien. Donc ça, Peut-être juste une chose en complément, Phil. Ce qui est intéressant, c'est que dans un livre comme celui-ci,
on peut faire vivre des expériences que je ne peux pas faire vivre en atelier. Je prends un Ah, exemple. Si on te demande de te balader une journée, de partir une journée sans carte de crédit qu'avec du cash, tu vois, ça va être une expérience nouvelle pour beaucoup de personnes qui ont très peu de cash avec eux, puis qu'on apprécie, qui payent tout avec des cartes, par exemple, voire même sans cash du tout. Enfin, on peut faire vivre des choses comme ça à travers, parce qu'on a du temps devant nous. Et ah, c'est l'intérêt de ce genre de pratique, c'est d'avoir du temps et de faire vivre des expériences un peu autres aussi. ah ouais, c'est important que tu le dises, tu vois, c'est important que tu le dises, parce qu'effectivement, il y a un plus, puisque c'est sur 100 jours. Donc un séminaire, c'est 2 jours. Bon, puis c'est en groupe, c'est différent, c'est en présentiel, mais en tout cas. Bon, alors écoute, je prends une autre carte, là. Allez, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, là c'est oui, alors là, c'est intéressant aussi parce que c'est le défi du 23e jour où tu demandes de lister nos avoirs, mais nos avoirs immatériels. Ça m'a plu cette formule parce que d'avoir des avoirs, ben, moi j'ai très peu de, très peu de choses matérielles, tu vois. Bon, j'ai même vraiment pas grand-chose. Ça tient dans 5 mètres cubes, tu vois, 6 mètres cubes, tout ce que j'ai en matériel. Donc là, on parle de l'invisible d'une certaine manière. Est-ce que tu peux développer qu'est-ce que c'est nos avoirs immatériels? Oui, alors c'est vrai que très souvent, on pense que ce que nous avons, ce que nous avons est vraiment ce que nous possédons souvent. On va parler d'avoir, et souvent c'est ce qui pourrait figurer sur une déclaration d'impôt en termes qui peut être valorisé, qui peut être valorisé sous forme d'argent trébuchant, dans le sens qui pourrait être revendu. Et puis les avoirs immatériels, on aime bien, moi j'ai un autre mot qui parle de nos richesses intérieures. Nos richesses intérieures, ça signifie de qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous sommes dans les richesses intérieures, c'est notre savoir-faire et notre savoir-être, du savoir-faire et du savoir-être. Et dans le savoir-faire, ça peut être autant ce que je peux faire dans mes hobbies, tu vois, ben tiens, dans mon savoir-faire, je cultive un jardin potager depuis des années, j'ai un certain savoir-faire à cet endroit-là, par exemple. Mais dans mon savoir-faire, ça peut être aussi de la facilité d'expression, pouvoir prendre la parole, faire des conférences, improviser des choses. Voilà, c'est aussi du savoir-faire qui est plus utilisé dans le cadre professionnel. Donc, on va voir que si on commence vraiment à réfléchir sur les différents axes de notre vie, on va voir qu'il y a beaucoup de choses dans nos savoir-faire qui est de pouvoir se débrouiller dans X langues, par exemple, pour demander son chemin, pour avoir une conversation plus ou moins approfondie, et du savoir-être, effectivement, qui peut être des parts de soi, qui seraient peut-être la générosité, par exemple, l'authenticité, des choses comme ça. Et ce qui est important, je trouve, dans ces richesses immatérielles ou ces richesses intérieures, comme j'appelle plutôt, ces richesses intérieures, c'est de voir que on peut perdre son argent, on peut perdre son appartement, on peut se faire ramasser ses choses. Moi, j'ai des clients à l'époque de la banque qui ont dû quitter des pays en guerre, qui ont dû tout laisser ce qu'ils avaient matériellement parlant et partir qu'avec leur peau avec eux. Et si tu veux, ces richesses-là intérieures, on ne pourra jamais nous les prendre. On ne pourra jamais nous les prendre, elles vont rester là et elles ont une réelle valeur. Et parce que d'ailleurs, si on se fait engager dans un poste de travail, c'est pour nos richesses intérieures, c'est pas pour nos avoirs sur notre compte en banque ou dans notre maison. Oui, oui, oui. Oui, c'est important que tu dises ça. Ça me fait penser à Pierre Lessard que j'ai interviewé ici et j'ai participé aussi à un de ses séminaires, qui a prêté de l'argent. Il a fait une formation de gestionnaire, une maîtrise en gestion, je sais pas quoi. Enfin, donc, il a fait ça au début de sa vie. Et puis, il y a un ami qui lui a demandé s'il pouvait lui prêter de l'argent. Et il lui a prêté de l'argent. Voilà, en toute confiance. Et manque de peau, ça s'est mal passé. Et le gars ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Il a fait faillite, etc. Donc, il a été obligé de demander, et donc c'était porté caution. Tu vois. Eh ben, Pierre Le Sart est obligé de vendre sa maison, de vendre tout. Il a tout perdu, tu vois. Il a dû repartir de zéro. Et quand on voit où il en est maintenant, tu vois, c'est merveilleux. Donc voilà. Donc je retiens aussi une phrase que tu nous avais dit dans un séminaire, que bah tu étais conscient que oui, ça marchait bien pour toi. Il y avait du monde. On était plus de 25 personnes. Ça marche bien. Mais que oui, tu étais prêt. Bah oui, peut-être à ce que ça s'arrête. Voilà. Est-ce que tu peux continuer là-dessus? C'est-à-dire que c'est important de se souvenir que ce qui est acquis un jour ne l'est jamais éternellement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes choses et la crise qu'on peut appeler enfin, sanitaire, je t'ai à peine utilisé ce mot-là, mais enfin la crise Covid, appelons-la comme ça,
cette crise-là a bien montré qu'il y a des business qui se sont écroulés du jour au lendemain. Là, peut-être où d'autres ont fleuri, mais si tu veux, en fonction de ton modèle d'affaires, en fonction de comment tu mènes ton travail, comment tu génères de l'argent, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Et effectivement, des faillites, il y en a eu un certain nombre. Donc, c'est pour ça que c'est important je veux dire, de capitaliser dans le sens, encore une fois, en termes de savoir-faire aussi, et de continuer d'être créatif, parce que à un moment donné, il se pourrait que pour X ou Y raison, je ne puisse plus me déplacer. Et comment je peux continuer de faire ce que j'aime faire et le faire différemment? Ben, ça peut être à distance, ça peut être à travers des livres, ça peut être de différentes manières. Voilà, moi, je travaillais déjà à distance avant cette crise-là, donc j'ai bien passé ce cap-là. Mais si j'avais fait que du présentiel, ça aurait été compliqué pour moi à ce moment-là, si on veut. Donc, voilà, simplement, la victoire d'un jour n'est pas une victoire éternelle. C'est pour ça que c'est important d'être dans la gratitude de ce que la vie m'amène à vivre, y compris parfois, c'est pas toujours confortable, mais ça reste apprenant aussi. Et si tu veux, pour moi, ça demande une forme d'humilité, de se dire, ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui et ça sera comme ça sera demain après-demain. Je ne sais pas comment ça sera et ça sera ce qui est visiblement juste, puisque c'est comme ça que ça sera. Oui, merci. On va sûrement reparler de la gratitude parce que c'est important. Alors, je prends une carte encore à nouveau. Alors, ah oui, ça c'est intéressant justement. Sur les dollars américains, donc il est écrit In God we trust, hein. Mhm. Nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance. Quel lien fais-tu entre l'argent et la spiritualité? Mhm. Euh, Alors, bon, ben, ça dépend toujours déjà ce qu'on met derrière le mot spiritualité. Alors, comme tu en parles beaucoup, j'ai envie de t'entendre. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière le mot spiritualité pour que, que je puisse voir si on Oui, parle de la même chose? oui. Alors moi, effectivement, je mets ce qui est commun à toutes les religions, en fait, hein. Donc, c'est les valeurs d'amour d'abord, bon, et puis mais je pense qu'on peut être spirituel aussi sans être New Age, sans être voilà, un agriculteur qui est heureux dans sa terre et qui communique bien avec la nature. Pour moi, il est plus dans la spiritualité. Bon, voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, spiritualité au sens large et surtout par rapport à ce qu'a dit André Malraux, hein, qui a dit le 21e siècle sera spirituel. Il n'a pas dit sera religieux ou ne sera pas. Donc, il y a un gros changement de l'humanité vers la spiritualité. Et l'argent, je vois aussi que tous les gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, souvent, ça va pas du tout avec l'argent. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Donc quel lien tu fais ouais. D'accord, ok. Non, c'est parfait, mais j'avais envie juste que tu puisses poser toi aussi, parce que je crois qu'on ne met pas tous la même chose. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est aussi évidemment au-delà des religions, même si les religions en font partie. Je pense qu'il y a des messages universels, mais pour moi, c'est vraiment je parle souvent de quelque chose de plus grand que moi, que après chacun va nommer comme il veut, et la manière dont le nomme n'est pas important. Je crois qu'on parle de la même chose d'une certaine manière. Et, euh, et si tu veux, et que ça parle aussi de quelque chose de plutôt immatériel par rapport au côté matériel, si on veut, hein. Donc pour moi, si tu veux, mais après on est dans des domaines des croyances. Et dans les croyances, pour moi, nous sommes des âmes venues incarner sur Terre parce que nous avons quelque chose à y vivre. En tout cas, ça, c'est ma croyance d'aujourd'hui. Et une âme est quelque chose effectivement est quelque chose qui n'est pas qu'on peut pas toucher en tant que tel. On voit bien d'ailleurs quand il y a des sorties de corps à quel point voilà l'âme est toujours là puisqu'elle continue de voir plein de choses et tout. Voilà. Après certains mettront le mot conscience dessus, mais on voit qu'il y a d'autres choses, des choses qui se passent dans le subtil effectivement à cet endroit-là. Et si on veut aussi à un moment donné comme on est sur cette planète Terre, on est dans quelque chose qui fonctionne dans l'ordre du binaire, une chose et son contraire. C'est comme s'il fallait sans arrêt opposer une chose et son contraire, le bien, le mal, le chaud, le froid, le généreux, le radin, comme si une chose existait toujours en lien avec sa polarité, en quelque sorte. Et on voit la même chose effectivement avec spiritualité et matérialité ou matérialisme souvent, parce que quand on dit quelqu'un qui est spirituel, la polarité souvent il est matérialiste, et souvent dans matérialiste, beaucoup de gens, même ils rajoutent un qualificatif devant qui est dire c'est un sale matérialiste, tu vois. On ne dit pas en général c'est un sale spirituel, mais souvent devant un matérialiste, on aurait tendance à vouloir dire c'est un sale matérialiste. Autrement dit, il ne pense à ses avoirs, à posséder, voilà, il est. Et au fond, là où il y a pour moi une confusion, c'est de croire qu'il y a une chose qui est bien
un certain nombre de personnes, et je ne vais vraiment pas généraliser, mais je dirais il y a une tendance pour un certain nombre de personnes qui sont dans la spiritualité à être déconnectées de la matière et même parfois à vouloir se dire avec une forme de hauteur pas toujours ajustée, à mon avis, de dire nous on est au-dessus de ces histoires-là de contraintes matérielles, tu vois, à l'argent, burk, tu vois. Alors, évidemment que le sens de la vie, mettre du sens dans sa vie, c'est pas une histoire d'argent. Pour moi, je peux vraiment le voir. Mais simplement, si on vient s'incarner dans la matière et qu'on rejette la matière, on ne vient pas réellement s'incarner dans la matière. J'ai un exemple très proche qui est mon grand frère, qui est malheureusement décédé il y a 8 ans, maintenant 9 ans bientôt. Et mon frère, le jour où il est décédé, de manière tout à fait, je dirais, inattendue, comme ça dans son sommeil, j'ai pris conscience le jour où il est décédé qu'il ne s'était jamais réellement incarné. C'est-à-dire que c'était quelqu'un effectivement très spirituel, qui avait son maître en Inde, qui allait beaucoup là, mais qui était toujours assis en tailleur, qui n'avait jamais les pieds qui posaient le sol, qui avait jamais d'argent et qui avait eu plein de projets de livres d'écriture qu'il avait écrit, il avait fait des scénarios de films, mais qui n'ont jamais existé dans la matière. Ça existait que de lui à lui, tu vois. Et vraiment, tu vois, c'est comme si il était resté un peu en mode suspension, plus travailler dans l'informatique, tu vois, encore un truc un peu flou comme ça, tu vois. Donc, c'est comme s'il était resté en suspension, qu'il ne s'était jamais réellement incarné dans la matière. Et ben, c'était un gars adorable. J'avais un super bon contact avec mon frère. Je l'aimais énormément encore, si tu veux. Mais j'ai vu, c'est comme si il n'était pas allé au bout des choses. Là, c'était vraiment inconfortable. Et si tu veux, ceux qui sont que dans la matière, en général, ils sont déconnectés du sens. Et là, on aura des problèmes d'éthique parce que on va juste penser à soi, moi, ma fortune, mon ci, mon ça, et déconnecté du sens et de l'éthique et des valeurs qui peuvent être associées. Donc, comment est-ce qu'on peut effectivement relier les deux et faire des choses concrètes dans la matière, mener des projets, c'est dans la matière, concrètement, qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, quelque chose qui est de l'ordre du visible. Dans la matière, c'est du visible. Et on peut le faire en y mettant des valeurs, en y mettant de l'éthique, en mettant des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, mais qui font une réelle différence. Parce que, je donne souvent l'exemple, si on est 10 personnes à créer 10 restaurants différents, qu'on a les mains libres, chaque restaurant aura une couleur différente. Et la couleur, on aura des fois de la peine à l'exprimer parce qu'elle sera, oui, dans du visible à cause des couleurs, ben, des tableaux, de la décoration, des tables, à quoi ressemble le restaurant, de la carte, mais aussi dans la chaleur humaine, dans les valeurs qui sont présentées ou pas, dans l'énergie qu'on sent dans la salle, tu vois. Il y a vraiment les deux qui sont associés. Et si tu veux, pour moi, cette couleur, très souvent, c'est quand on arrive à marier l'un et l'autre, il y a la beauté du projet qui se met en place je dirais la puissance du projet qui se met en place. Oui, bah c'est ça, merci, hein, cette belle explication. Ça rejoint ce que disait Pierre Teilhard de Chardin, hein, nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Donc c'est vraiment dans la terre et la matière, quoi, voilà. Merci. Allez, une autre. Toc. Alors, l'argent est un symbole d'échange et donc de communication, hein. Il y a un émetteur et un récepteur. En quoi notre relation à l'argent peut-elle nous améliorer en tant que communicant, en tant qu'être? Parce que moi, je viens de m'apercevoir, en faisant du travail sur moi, que en fait, je fais partie de la famille d'âme des communicants. J'ai toujours cherché à communiquer. Alors, ça a été de toutes sortes de manières, avec la voix, avec l'écriture, et là maintenant avec cette chaîne. Donc, et je me dis, ben oui, mais l'argent aussi, c'est quelque chose qui nous permet de communiquer. Alors, est-ce que tu pourrais développer là-dessus en quoi donc l'argent peut améliorer notre communication? Alors, je dirais qu'à travers l'argent, souvent on communique de manière plutôt inconsciente, mais il y a comme un message derrière. Je viens d'écrire une infolettre qui est partie ce matin, qui s'intitulait Donner du sens à son argent, où j'explique effectivement que l'argent est un bulletin de vote, puisque la manière dont je fais circuler l'argent donne une couleur à la société de demain. Et, et en quoi il y a de la communication derrière? C'est-à-dire que quand je vais, on a un petit magasin bio, de coopérative bio, là où j'habite, quand je vais faire mes courses, mes achats à cet endroit-là et que je leur donne de l'argent pour ce que je reçois en contrepartie, je suis en train de communiquer un message qui est, je vous encourage à continuer voilà, de la sorte, puisqu'à travers mon argent, vous allez effectivement recevoir un encouragement qui vous permettra de continuer d'avoir la pérennité dans votre projet. Tu vois, c'est ça la communication que je donne à travers mon argent.
Mais c'est important de voir que si j'utilise mon même argent et que je vais acheter des produits de multinationales dont je n'aime pas les valeurs, je suis aussi en train de leur communiquer un message que je vous encourage à continuer de la sorte. La preuve, je donne votre argent pour que de mon argent, vous puissiez continuer à faire comme bon vous semble, y compris de la même manière. Donc, c'est pour ça que le vote qu'on fait en choisissant comment on fait circuler son argent, alors évidemment, suivant les moyens financiers qu'on a, on a peut-être un peu plus de latitude que d'autres pour certains choix, c'est vrai, je ne le nie pas hein, à cet endroit-là, mais malgré tout, on peut faire chacun à sa manière, comme tu parlais de part de colibri tout à l'heure, en tout cas, des premiers petits pas de gauche et droite, et c'est pour ça que dès qu'il y a circulation de l'argent, il y a une forme de communication, même si elle est implicite, elle n'est pas nommée, et moi j'aime bien en tout cas euh, aussi parfois pour exprimer ma gratitude à travers de l'argent, même si c'est pas demandé en tant que tel, si tu veux, parce que ça peut aussi être une manière d'exprimer sa gratitude, exprimer son amour à travers de l'argent, en donnant plus que de l'argent. Tu sais, à ce moment-là, on donne de l'argent, mais on donne bien plus que de l'argent, en fait. L'argent est juste un véhicule qu'on fait circuler, mais dans le véhicule, il y a bien plus que de l'argent. C'est bien plus que juste le véhicule. Waouh, magnifique, magnifique tes réponses, hein, j'adore, hein, c'est vraiment. Bon, on sent que tu maîtrises vraiment. Ça fait combien de temps au fait que tu as quitté, que tu as créé plutôt cette nouvelle entreprise? C'est une entreprise finalement, oui. Donc moi, j'étais licencié en 2009, 2000, début 2009 suite à la fameuse crise des subprimes. Et puis, officiellement, depuis début 2010, je suis indépendant. Et puis, mon premier atelier sur la relation à l'argent, je l'ai animé à fin 2010. Effectivement, ce n'était pas un projet que j'avais au départ, mais je connaissais déjà Peter Koenig, qui était mon mentor là-dessus. J'étais déjà son organisateur d'ateliers depuis 2006. Depuis 2007, j'organisais des ateliers pour lui de 2 jours, comme tu as suivi toi. Donc, j'étais déjà un peu dans le bain, mais sans imaginer que un jour, je pourrais faire comme le maître. Ouais, ça fait quasiment 20 ans quoi que t'es dedans quoi, presque, hein. Car j'ai commencé absolument. Mais après, tu vois, même dans les métiers de la banque, j'étais déjà dans les Oui, questions d'argent, même si c'était appréhendé très différemment. Mais comme j'étais toujours un banquier un peu atypique, j'avais une capacité à observer ce qui se passait, je dirais largement au-delà de mes collègues, en tout cas à travers les questions que je me posais, les, 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 les fonctionnements que je dénichais, que je voyais, les comportements irrationnels. Enfin, tout ça, ça me sautait aux yeux, là où j'avais l'impression que les autres s'en foutaient un peu. Donc j'avais déjà ce regard, je dirais, interrogatif, même si à cette époque-là, je n'imaginais pas que j'en ferai un métier un jour. oui. Et quel a été le déclic, justement, le point de bascule qui a fait que, bah voilà, tu as dit que tu as été licencié, mais enfin, tu as dû tout faire pour, je sais pas, tu as voulu partir, mais est-ce que c'est quoi ce licenciement? C'est toi qui as voulu partir et ça s'est fait comme ça? Ou quel a été le déclic? Parce que c'est important de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans un métier, voilà, qui ont un salaire, comme tu disais aussi en 2 mots, voilà, et qui, à un moment donné, n'en peuvent plus. Mais toi, quel a été le déclic? Alors, je dirais qu'il y a eu un déclic important pour moi en 2006. J'ai fait un atelier, je faisais beaucoup de communication non violente, CNV, et j'étais avec son fondateur Marshall Rosenberg. J'ai un atelier de 7 jours. Et c'est lors de cet atelier d'ailleurs qu'il y a eu une conférence un soir qui n'était pas prévue au programme de Peter Koenig sur la relation à l'argent. Donc, pour la première fois de ma vie, j'entendais parler de ça, de relation à l'argent, et il a mis des mots sur mon propre vécu et mes peurs. Mais simplement, le déclic à ce moment-là, c'est qu'à la fin de cet atelier de 7 jours qui était très puissant, très profond, ça m'a pété à la figure de dire je n'en peux plus de ce travail de conseiller en placement financier. Pourquoi? Parce que je vois que, un, j'y prends plus de plaisir, je dois rentrer dans des cases qui s'appellent objectifs qui me conviennent ou qui ne me conviennent pas. Et puis, au fond, je disais, je fais gagner beaucoup d'argent à la banque. Et si je me pose la question, quel sens ça a que cette banque gagne de l'argent? Qu'est-ce qu'elle en fait? Ou je disais, en quoi ça contribue à rendre le monde meilleur? Je n'arrivais pas à trouver une réponse positive à ça. Donc je dis, je suis en train de participer à quelque chose qui ne me convient pas, donc c'est plus possible. Mais il y avait une chose quand même. Déjà, je pense que j'avais encore passablement peur de manquer, qui fait que ça aurait été compliqué de quitter la banque à ce moment-là, mais je l'ai possiblement envisagé. Mais j'avais commencé à donner des cours dans la banque, à côté de mon métier de conseiller en placement, sur la gestion des émotions, sur aller voir les peurs, sur le subtil, si tu veux, sur ce qui se joue avec le client dans le subtil. Donc, tout le fruit de mes propres, je dirais, recherches, de mes propres cheminements avec mes clients, je voyais que quand j'en parlais à mes collègues, ils me regardaient avec des yeux comme ça, ils me disaient, wow, c'est dingue, tu mets des mots sur ce qu'on vit, mais on aurait été incapable d'exprimer quoi que ce soit de ce style-là. Donc, je voyais que j'avais quelques pas d'avance.
Et j'avais eu un directeur de banque qui était très ouvert. Et quand je lui parlais de ce que je faisais et des cours que j'avais envie de proposer à mes collègues conseillers en placement dans toute la région francophone de la Suisse, il m'a dit, c'est génial comme idée, on va mettre ça en place. Donc j'ai commencé à faire ça, c'était une petite partie de mon travail, mais je vibrais tellement fort quand je faisais ça et je voyais que les gens adoraient également que je faisais ça. Je me dis, s'il y a moyen de remettre un peu plus d'humain et de chaleur humaine dans la banque, peut-être ça vaudrait la peine d'y rester. Et c'est comme ça que, suite à cette sorte de révélation, de dire j'en peux plus, mais toi qui viens au plus profond de tes tripes, où vraiment tu dis là, je ne peux plus ne plus l'écouter. Si je n'écoute plus ça, parce que ça fait des années que je n'écoutais pas cette petite voix qui me dit t'en as assez, c'est le moment de changer, tu vois. Tu te, je dirais, arrives à te raconter une histoire, tu te manipules toi-même pour te faire croire que ça va quand même pas si mal que ça, tu vois. Et là, c'est venu tellement du plus profond de mes tripes, je savais que si je n'écoutais pas cette voix-là, que tôt ou tard, il y aurait un prix à payer qui était grave. Donc, j'ai changé complètement de métier. J'ai commencé à donner un peu plus de cours, je me suis formé au coaching et j'ai commencé aussi à être beaucoup plus proche des dirigeants de la région. Et je voyais vraiment que j'avais quelque chose de singulier à apporter. J'avais vraiment un regard sur l'humain que eux n'avaient pas, une compréhension de l'humain que eux n'avaient pas. Et c'est comme ça que pendant ces 2 ans, j'ai pu vraiment beaucoup avancer, beaucoup booster l'estime de moi, me conforter dans l'idée que j'avais vraiment quelque chose à proposer de différent. Et quand ils ont licencié du monde en 2009, moi je leur ai tout de suite dit, ils m'ont proposé de redevenir conseiller en placement, moi j'avais une très bonne réputation, je leur ai dit jamais de la vie. J'ai créé un poste qui n'existait pas. J'ai dit si ce poste-là vous intéresse, vous me prenez, mais autrement ne me proposez rien, rien ne m'intéressera. Donc je n'étais pas demandeur, tu vois, j'étais absolument libre et tranquille. Et ça m'a donné une telle posture de tranquillité de me dire j'y serai pas, ça n'a aucune importance. Voilà, et ils m'ont dit non, ce que tu proposes, ce que tu fais est super, mais nous, à la banque, ça pense argent, ça pense pas humain en ce moment, dans la crise actuelle. Donc, on est désolé. Je dis, ne soyez pas désolé, moi, je suis très content. Tout est bien comme ça. Donc j'étais le licencié le plus heureux, je pense, des 5000 qui ont été licenciés à ce moment-là. Oui, magnifique. Écoute, c'est beau, c'est important que tu nous racontes ça parce que puis voilà, même quand tu étais bien dans la banque avec tes placements, tu faisais quand même déjà du travail, etc. Et donc ça s'est fait naturellement d'une certaine manière. Alors tu t'es formé à la CNV, donc ça c'est incroyable. Je savais pas que c'était avec Marshall Rosenberg lui-même. Donc là, ça a dû être très très fort, hein, la communication non violente. Tu t'es formé aussi donc au coaching, bon, et tu t'es formé aussi aux constellations. Alors j'ai vu constellation familiale et constellation systémique. C'est deux choses différentes. Est-ce que tu peux... Non, une famille est un système, hein. C'est-à-dire que l'idée d'un système, c'est que quand un membre du système bouge ou qu'il y a un changement dans le système, tout le monde doit se réadapter. Un exemple typique, tu as un divorce, tout à coup, les enfants doivent retrouver leur place, le couple est différent, enfin, ou un malade, ou un décès. Tu vois, mais une équipe au travail, c'est aussi un système, hein. Tout à coup, il y en a un qui est malade, tout le monde doit se réadapter, se réajuster pour quand même faire le travail. Voilà, donc on voit qu'il y a plein, plein de choses qui se passent et que tout est système en quelque sorte. Donc c'est de ça que ça parle, c'est comment on peut trouver la juste place dans un système, effectivement, qui soit au service de notre vie et pas parce que très souvent dans un système, il y en a qui se sacrifient parce que le système est toujours plus fort que nous. On voit très bien, tu vois, il y en a plein qui veulent changer l'école, mais l'école est un immense système et tous les gens se cassent les dents les uns après les autres parce que le système est plus fort que l'être humain. Donc, on n'arrive pas à changer un système quand on va contre le système, si tu veux. On peut changer juste à son endroit à soi, ça reste limité. C'est pour ça que c'est bien de créer de nouveaux systèmes également dans lesquels on peut montrer une autre manière de faire et de fonctionner. Wow, super, magnifique. Allez, une autre carte. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, oui, j'aime bien parce que dans ce livre, chaque jour, il y a un proverbe, un adage. Et c'est très, très riche. Alors, là, il y a un moment donné, je ne sais plus où c'était, il y a marqué, oui, c'est un proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième moment, c'est maintenant. J'adore ça. J'adore ça. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que... Ah oui, là, je m'étais mis... Pourquoi je n'arrive pas à me mettre au travail, justement, là, à planter cet arbre avec ce défi des 100 jours? Bon, alors, c'est une question que je me pose à moi, hein, c'est un peu bizarre que je te la pose, mais je l'ai dit Non, un mais peu au après, début. cette question, on peut voir ça d'une manière un peu plus générale, prendre un peu de hauteur. Bon, déjà, juste la Ouais. petite histoire, c'est vrai que j'ai trouvé moi-même ces 100 citations. J'ai passé des dizaines d'heures à en chercher, puis après à faire qu'elles collent le mieux possible au jour. Et c'était passionnant. J'ai trouvé plein de citations qui sont absolument, je trouve, merveilleuses. J'aime beaucoup celle-ci aussi, parce que c'est vrai que
au fond, on peut avoir passé X fois le temps, on aurait dû faire ça, tu vois, on aurait dû faire ça avant, oui, oui, ok, on le sait que si j'avais fait ça avant, ça aurait été mieux, mais la seule chose, la seule réalité, c'est que je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas commencé à prendre soin de mon corps, à faire de l'effort physique, que je ne peux pas décider de commencer maintenant. Hein, voilà, je ne rattraperai peut-être pas le temps perdu, mais de commencer maintenant, ça sera mieux que d'attendre encore 6 mois, une année et 2 ans. Donc, tu vois, je me souviens d'un projet d'écriture de livre que j'avais. J'en ai écrit 5 maintenant, je crois aussi, c'est plus, non, c'est le cinquième qui est sorti dernièrement. Et je me souviens d'un projet que j'avais qui était vraiment important et auquel je n'y consacrais pas de temps. C'est-à-dire que j'avais toujours des choses plus urgentes à faire. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me dis, Christian, est-ce que ce projet est réellement important? Alors, si la réponse est oui, tu vas tout de suite bloquer du temps de ton agenda parce que c'est le seul moyen de montrer qu'il est important. Parce que si tu estimes qu'il est important et que tu dis j'y consacrerai du temps quand j'en aurai à disposition, non, c'est pas mettre les priorités au bon endroit, tu vois. Donc, à un moment donné, je dis bon, il est important, donc tu vas commencer à le concrétiser dans ton agenda, à poser des temps et tu vas mettre de l'énergie dedans. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut, si tu veux, chaque fois qu'on croit qu'il faudrait des conditions extérieures qui sont réunies pour lancer quelque chose. Et très souvent, dernièrement, j'ai fait un post sur Instagram, je crois. Et si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous dans votre vie? Que feriez-vous de différent dans votre vie? Bon, les gens ils ont 10 000 projets, ils ont plein de trucs qu'ils ont envie de faire. Mais j'ai envie de dire, commencez déjà sans argent, quoi. Mettez-vous en chemin, parce que se mettre en chemin, ça donne de l'énergie. Se mettre en chemin, c'est là qu'on attire des choses. Quand on reste figé en disant, quand ça sera là, je le ferai, en général, ça n'arrivera jamais. Alors, se mettre en chemin, il y a plein de choses qu'on peut faire sans argent déjà. Et puis que l'argent peut aussi venir à nous, comme tu le proposes à travers ton café, le prix du café mensuel, également à travers ton abonnement. Ça pourrait être d'autres manières, ça peut être un plus gros sponsor, ça peut être différentes choses, mais se mettre en chemin est vraiment essentiel. Donc, arrêtez de rester figé. OK, on va planter l'arbre. Et qu'est-ce que représente l'arbre pour vous qui nous écoutez? Qu'est-ce que représente l'arbre pour vous aujourd'hui que vous allez choisir de planter? Waouh, merci parce que là, moi, ça fait résonance avec autre chose. C'est que j'avais démarré un roman. Bon, j'ai écrit 5 bouquins, mais juste deux romans. Bon, et là, je sens depuis un moment que voilà, je veux écrire. J'ai le titre, j'ai tout, et je l'avais laissé de côté parce que justement, comme tu dis, je l'avais pas bloqué le temps dans mon agenda, tu vois. Et ben là, tu m'as donné le bon boost là. Merci beaucoup parce que j'ai recommencé à le reprendre hier. Alors c'était même très étonnant, hier ou avant-hier. Non, bon, enfin peu importe. J'ai commencé, j'ai dit, ah là putain, je m'y mets. J'ai commencé à relire les 30 pages que j'avais fait et je me suis dit, allez, je sors de chez moi, je vais ailleurs pour pouvoir travailler dans un autre endroit. Et normalement, j'ai très mal au dos, tu sais. Bon, voilà, j'ai un truc de dos. Bon, c'est pas rien, hein, c'est un signal, hein, donc des 3 vertèbres lombaires. Et normalement, quand je reste assis 2 heures derrière mon ordinateur, après, j'ai mal. Et pourtant, j'essaye d'avoir la bonne position. Bon. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai travaillé plus de 2 heures et demie avec un plaisir dans mon imaginaire à aller, parce que c'est un livre un peu de fiction qui va se passer en 2035. Bon, et donc, et j'avais pas mal du tout. Je dis, mais comment ça se fait? J'étais toi. Et donc, et je me dis, allez, là, il faut que j'y aille, il faut que je me cale du temps. Donc, merci de m'avoir donné cette impulsion. Là, je vais le faire. Allez, une autre carte. Hop, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la question d'un follower. On en parlait un petit peu tout à l'heure, un follower qui, dans ta première interview, avait mis dans les commentaires, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il s'appelle Eric, donc s'il est là, Eric, bonjour. Eric avait dit, l'argent est inégal, malhonnête et va disparaître de notre société. Paf. Bon, alors, tu as un petit peu répondu tout à l'heure là-dessus, mais est-ce que tu peux encore développer? Parce que je sens que c'est très présent dans le milieu de ma communauté. Tu vois, non, ça va disparaître de toute façon. Bon. Bien sûr. Bah, de toute façon, tout disparaît une fois, hein, y compris potentiellement l'humanité, je veux dire. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une entreprise qui restera éternellement non plus. Donc voilà. Et donc, l'argent, inévitablement, disparaîtra aussi. Mais simplement, très souvent, j'entends, ah, si au moins l'argent n'existait pas. Mais c'est un leurre. C'est-à-dire que, au fond, on donne un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Quand on dit l'argent est illégal, l'argent est malhonnête,
Après, les gens, souvent, ils confondent déjà le système économique de l'argent. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'on peut créer plein de formes d'argent. On peut créer de l'argent, on pourrait créer de l'argent dans un petit groupe d'amis. On voit les monnaies régionales qui existent également. C'est de l'argent qu'on crée aussi, qui ne fait pas partie du même système. À une époque, les premiers argents qui étaient créés à certains endroits, c'était des coquillages. Tu vois, donc, on n'aurait pas imaginé de dire il faut faire disparaître les coquillages, ça bousille la planète, ça fout en l'air le monde. On n'aurait jamais dit ça des coquillages, tu vois. Mais donc, on donne un pouvoir à l'argent. L'argent n'a pas, parce que l'argent n'a aucun pouvoir sur nous, sauf le pouvoir que nous le laissons avoir sur nous. C'est-à-dire que derrière toute circulation d'argent, il y a des êtres humains. Et comment les êtres humains choisissent effectivement de faire circuler l'argent, on a parlé tout à l'heure à travers le bulletin de vote. Et effectivement, si on augmente en conscience et on augmente la conscience de nos faits et actions, quel impact ça aura, eh ben, on va commencer à faire circuler l'argent autrement. Moi, à l'époque, j'avais peur de manquer. En fait, qu'est-ce qui se passait? Pourtant, et c'est important de comprendre, hein, j'avais pas de problème d'argent, je ne manquais pas d'argent, j'avais un problème avec l'argent. Autrement dit, tu vois, l'argent, c'était la sécurité. Alors, je m'accrochais à mon argent. Bah, j'avais projeté la sécurité sur l'argent, comme d'autres projettent du style l'argent, c'est injuste, c'est l'injustice ou c'est la cause des problèmes dans le monde. C'est juste une projection comme une autre. Dès qu'on projette quelque chose sur l'argent, on y donne un pouvoir, le pouvoir de créer de l'injustice, le pouvoir de créer de la sécurité, etc. Et l'argent n'a aucun de ces pouvoirs-là. Par contre, les êtres humains, dans leur manière d'être en lien avec l'argent, d'attirer de l'argent, de le faire circuler ou pas, si on veut, ils vont effectivement avoir des comportements différents. Donc, ce que je veux dire, c'était ça, c'est que quand moi j'étais dans mes peurs, à moi, argent égale sécurité, à partir de ma peur de manquer, j'ai la caméra tournée sur moi. C'est que mes actions, c'était à mon service à moi, sans m'intéresser à l'extérieur, du style, je vais acheter bon marché parce que ça me rassure, mais le bon marché, les produits à l'autre bout du monde, j'ai rien contre l'autre bout du monde, mais simplement ça veut dire des conditions de travail peut-être déplorables, des transports polluants, etc. Donc tu vois, ça avait un impact négatif et dont je ne m'occupais pas, parce que je m'occupais de ma peur. Et il y a Oui. malheureusement encore beaucoup de personnes là-dedans. Il ne s'agit pas de les juger, il s'agit juste de voir que dans ce chemin de conscience, il y a un moment donné que je suis autant le plus en conscience possible de ma manière de communiquer pour qu'elle soit constructive, que de ma manière d'utiliser mon argent pour que ce soit constructif aussi. Tu vois, donc j'essaye d'inclure les autres sans m'oublier moi-même dans mes choix. Et c'est là qu'on est sur le chemin de conscience. Donc, l'argent, si tu veux, pour moi, en fait, ce qui est intéressant, et tu as pu le voir à travers l'atelier, c'est que tant qu'on donne un pouvoir à l'argent, c'est une partie de notre pouvoir à laquelle nous sommes déconnectés. Donc, d'aller se reconnecter à ce pouvoir que nous avons projeté sur l'argent ou sur autre chose, le gouvernement, l'ordre mondial, je ne sais pas quoi, de reprendre ce pouvoir-là, eh ben, on devient un peu plus complet. Donc, pour moi, l'argent, ce serait une erreur que l'argent disparaisse maintenant, parce que aussi longtemps qu'on y colle des choses dessus, l'argent a des choses à nous enseigner en allant reprendre le pouvoir qu'on lui a donné. Parce que si on enlève l'argent, ce qu'on a projeté sur l'argent, on ira le projeter ailleurs et ça ne changera rien. Oui, c'est ça, c'est un peu le truc du bouc émissaire, quoi. Voilà, Oui, absolument. On en trouvera un autre après, exactement. Ouais. un autre après. Ouah, super, merci beaucoup. Allez, une autre question, c'est quoi? Ah bah là, c'est une question aussi qui était dans les commentaires de l'interview qu'on avait fait. C'est Alain qui demande, as-tu eu connaissance du NESARA, devenu le GESARA aux États-Unis, qui est le National Economic Security and Recovery Act? Voilà. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non? Oui? Non, non, je n'ai rien à dire là-dessus. Non. Alors, bah, je te donnerai peut-être des infos parce que c'est quand même très très étonnant. Je vais essayer de te dire ce que j'en sais. Ça a été signé sous Bill Clinton, mais j'allais dire, je dirais pas un pistolet sur la tempe. Il était à la fin de son mandat. Et en fait, c'est un acte qui a été vraiment. Alors, je sais pas si c'est un décret, quelque chose, mais ça a été fait officiellement. Je sais pas si c'est au Congrès ou je sais pas où il y a vraiment on prévoit de redistribuer complètement l'argent autrement, il n'est pas normal que des gens soient endettés. Donc c'est tout, et
c'est un acte bon, qui a été inspiré par Maître Saint-Germain. Donc, ceux qui me suivent savent de qui je parle. Donc, voilà. Bah, écoute, voilà, si tu n'as peut-être. Bah écoute, alors, quand j'entends ça, ça me réjouit. Puis une partie de moi hein, a presque un peu de peine à croire qu'un président ait pu signer un truc pareil, parce que il aurait signé quelque chose dans le sens inverse, un pistolet sur la tempe, je comprendrais mieux. De la même Et manière en que. tout cas, oui, quand j'ai dit pistolet sur la tempe, c'est pas une bonne image. Je veux dire que il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il a été obligé, c'était à la toute fin de son mandat, et voilà, il l'a fait. Bon, mais contre son plein gré, mais parce qu'effectivement, c'était pas dans ses valeurs de tout, de faire travailler le Congrès, je crois que c'est le Congrès, sur cette question. Je donnerai plus d'informations là-dessus, et puis je t'en donnerai aussi, parce que là, comme c'est les élections américaines, bah, aujourd'hui, on est en plein dedans, là, ça peut peut-être beaucoup bouger, parce que dans ce même Nessara, on parlait aussi de la reconnaissance de nos frères galactiques. C'est un truc énorme. Voilà, à la fois de dire que bah, une banque qui prête de l'argent et qui fait de l'usure, alors que c'est contre toutes les religions, hein, l'usure. Bon, bref. Donc, bah, écoute, à suivre, je t'en reparlerai et on en reparlera parce que ça Avec va plaisir. peut-être bouger. Alors, autre chose. Euh, ah oui, à un moment donné, la page 58, il y avait marqué, si vos factures étaient une personne, comment la décririez-vous? Alors, est-ce que toi, Christian, tu éprouves de la joie quand tu payes tes factures? Voilà, Alors, aujourd'hui, oui, je dirais de la joie, c'est peut-être le mot que j'utilisais, c'est plus de la gratitude. Voilà. Ouais, tiens. ouais. Je dirais plus de la gratitude dans le sens, si tu veux, pendant longtemps, tu vois, quand j'étais dans mes peurs, moi je paye mes factures, je voyais qu'une chose, je voyais juste de l'argent foutre le camp et ma peur grossir avec. Donc, c'était un moment, un sale moment à passer, l'estomac noué, etc. Et un jour, j'ai pris conscience, je dis non, mais au fond, cette facture que tu reçois, il y a eu quelque chose en contrepartie qui fait que toi, tu vas donner quelque chose en contrepartie sous forme d'argent. Et parfois, c'est quelqu'un qui est venu réparer la tuyauterie de notre chauffage. Ça peut être une assurance que j'ai choisi de prendre, peut-être pour m'assurer s'il y a quelque chose qui se passait. Ça peut être enfin, toutes sortes de choses. Et simplement, de voir, je me dis, OK, là, il y a deux choses. Un, j'ai déjà la gratitude d'avoir les moyens pour pouvoir honorer ce que j'ai reçu ou ce qui a été prévu contractuellement. Et puis, encore une fois, aussi, il y a toute une série de factures qui sont peut-être un peu plus joyeuses que d'autres, peut-être. Si on prend l'exemple des impôts, par exemple, mais on va y revenir quand même malgré tout, c'est de se dire, OK, je suis content aussi que mon argent parte de ce côté-là parce que j'ai confiance qu'ils en feront un bon usage. Et je pense particulièrement à tous ceux qui me soutiennent dans mes projets professionnels où chaque mois je paye, je les paye. Voilà, et quel bonheur de pouvoir payer les factures en me disant, qu'est-ce que je suis content de faire circuler de l'argent à mon adjointe, à mon adjoint commercial, à ceux qui s'occupent de ci, de ça, parce que ils me soutiennent et rendent ma vie plus belle en faisant des choses comme ça. Donc vraiment, je peux vraiment le faire avec joie. Alors, si je reviens sur l'exemple des impôts, c'est intéressant l'histoire des impôts parce que, au fond, je crois que chacune d'entre nous qui écoutons là maintenant, on peut se dire, bon, on peut vraiment voir qu'il y a de l'argent qui est dilapidé, qui est mal fait, qu'il y a des gens qui utilisent mal leur argent, qui s'en mettent plein les poches, souvent les pays, etc. Aucun doute là-dessus, on n'a aucun problème pour trouver des exemples comme ça. Et c'est sûr que si on se focalise là-dessus, payer les impôts, ça fait beurre se dire, bah non, j'ai pas envie d'encourager ce genre de choses. Et c'est vrai que ça existe aussi, je ne le nie pas. Et en même temps, j'ai aussi envie de voir on peut aussi voir autre chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir que mes impôts permettent aussi de payer des écoles, de payer des professeurs, de payer des profs. Alors on peut aujourd'hui trouver que le système éducatif n'est plus à jour. En tout cas, c'est vrai, je le vois de plus en plus. Mais en même temps, j'en ai bien profité. Mais j'ai trois enfants qui ont fait des études supérieures. J'aime mieux pas savoir ce qu'ils ont coûté la société. Donc, en payant des impôts, je suis aussi en train de permettre à ce que d'autres jeunes puissent faire des études qui sont ce qu'elles sont, mais qui vont quand même les aider à vivre des expériences apprenantes aussi. Là, en ce moment, on vient de faire des magnifiques trottoirs et puis des pistes cyclables dans mon village. Ben, je suis content de savoir que mes impôts permettent ça aussi et permettent d'être un peu plus en sécurité. Et puis pour les enfants aussi, de pouvoir circuler plus facilement dans ce enfin, grand village, petite ville. Donc, tu vois, et puis qu'il y a aussi plein d'endroits fleuris magnifiquement dans le village où j'habite. Et je trouve que ça donne de la beauté et que mes impôts servent aussi à ça. Donc, tu vois, on veut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voilà, moi, je ne suis pas dupe de ce qui se passe.
Et en même temps, j'ai aussi envie de voir aussi ce que ça permet de positif. Et je me dis, c'est aussi une manière de redistribuer les choses, même s'il y a des améliorations à faire, mais il y a déjà des choses qui se font bien quand même. Mhm. Oui, oui, oui. Bon, c'était un peu différent, je dirais, les impôts locaux, bon, deux impôts de la nation, là, c'est encore autre chose. Mais oui, bon, moi j'ai beaucoup de... Enfin bon, en tout cas, c'est une vraie question, mais toujours c'est une question d'équilibre, hein, et de d'harmonie, d'équilibre et de conscience. Allez, une autre question. Ah oui, ça c'était intéressant justement. Est-ce que tu peux nous parler des ce que tu appelles les pots d'argent présentés par Harv Eker de son livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Les pots d'argent, justement, c'est comment on voilà comment on- on fait un budget tu veux, un petit peu intelligent. Bon, tu vois la page parce que tu te souviens, il y avait un il y avait un voilà, il y avait un camembert. Est-ce que tu vois Voilà. un peu près? Tout à fait. Donc, je dirais que lui il propose quelque chose dans l'esprit millionnaire. Alors déjà, juste le titre est déjà intéressant de voir juste comment ça vient créer de la réaction chez nous ou pas. Mais il Oui. parle bien de l'esprit millionnaire. Donc, on parle d'un état d'esprit, hein, d'état d'esprit parce que je pense vraiment que notre état d'esprit, on a un état d'esprit qui crée de la richesse, et qui est ouvert à créer de la richesse, à recevoir de la richesse au sens large ou pas, hein, qui peuvent créer aussi autant la pauvreté intérieure que de la richesse intérieure et extérieure, hein. Mais simplement, il y a l'idée derrière, c'est de dire, et ça c'est très américain si tu veux, mais ça je l'ai mis parce que j'aime bien, même moi si je suis francophone, européen, j'aime bien amener des visions autrement, puis voir juste, est-ce que ça m'inspire ou est-ce que ça m'inspire pas. Pour être tout à fait honnête, je ne le fais, il y a peut-être une chose ou deux que je fais de ce qu'il propose, mais très peu. Et en même temps, c'est pas pour autant que je rejette ce qu'il fait. C'est de se dire, souvent on dit, OK, peut-être qu'on doit se payer en premier. Parce que souvent, on se dit, ah ben tiens, s'il me reste de l'argent, machin, je vais économiser tout ça. Et en général, ils disent, bah non, tu veux 10%, tu vas te mettre tes 10% de côté, de virement sur un compte en tout premier pour toi d'abord. Tu vois, donc il y a vraiment l'idée de faire des pots qui correspondent à des choses. Ça peut être pour ta propre éducation, ça peut être pour différentes choses, pour effectivement créer des espaces financiers qui permettront, dans un futur, de pouvoir faire quelque chose. Là, si tu veux, où moi je mets des limites à ce genre de pratique, c'est que pour moi, aussi longtemps qu'on a besoin de faire des pots comme pour se rassurer d'une certaine manière, ça veut dire que ça cache autre chose, ça cache des peurs. C'est-à-dire Ouais. la question, je dis, pourquoi pas faire des, si ça correspond à des budgets, puis que ça m'aide à mieux gérer mon argent, je veux dire vraiment pourquoi pas. Mais si c'est une manière d'essayer de cacher mes peurs, moi je trouve que c'est mieux de s'occuper de ces peurs. Parce que moi je crois vraiment que dans la société d'aujourd'hui et de demain, ce qui fera la différence, c'est notre capacité à avoir foi dans le futur, à avoir foi, à avoir confiance en la vie, j'appelle ça, en plus grand que soi, de savoir que je suis soutenu, que quoi qu'il arrive, je suis soutenu et qu'il y a des solutions qui se présenteront à moi, soit à travers mes ressources intérieures, soit à travers des ressources qui viennent de l'extérieur. Et j'ai plutôt moins envie de cultiver cette notion de foi en soi, dans ses projets et en la vie, et confiance à la vie, plutôt que de dire il faut faire des réserves, on ne sait jamais. C'est pour ça Oui, que oui. euh, aujourd'hui, tu vois, voilà, à réécrire ce livre, je ne suis pas sûr que je mettrai cet exercice-là, parce que, en tout cas, c'est pas forcément ça la direction que je propose d'avoir. Alors là, je prends une question, mais je vais pas la poser maintenant parce qu'on va faire une petite pause et je m'adresse là donc à notre communauté. Comme je vous l'ai dit au début, il y a deux parties à cette émission et on va maintenant passer de l'autre côté donc sur Patreon où là aucune censure possible. On va aller encore plus loin dans le peut-être politiquement incorrect, je sais pas. Mais en tout cas, c'est passionnant. Merci déjà pour cette première partie. Donc, si vous ne pouvez pas rester, eh bien, c'est pas grave. On vous dit au revoir, bye bye. Mais si vous pouvez, payez un café et allez de l'autre côté. On va prendre le café ensemble. D'accord? Alors, on vous dit bye bye et peut-être on se retrouve à tout à l'heure. Bye.